Alors, on est ici avec les associations et le 31-14. On a le plaisir d'avoir avec nous SOS Solitude, SOS Solitude, Suicide, SOS Phoenix Lyon, et puis Phare Enfants Parents, et puis 31-14. Je vous laisserai un petit peu vous présenter un peu toutes les quatre. L'idée de cette table ronde, c'est de réfléchir et de passer de la théorie à la pratique, et de voir comment finalement on peut réfléchir à la théorie à la pratique, et de réfléchir concrètement comment penser la santé mentale dans l'écoute des dispositifs d'aide à distance. Catherine. Voilà. Bonjour, donc je suis Catherine Saminadin, je suis SOS Solitude de l'île de la Réunion. Donc un dispositif d'écoute assuré par des bénévoles formés bien sûr à l'écoute et supervisé toutes les 3 semaines. SOS Solitude, c'est aussi des actions de terrain, donc on mène des actions sur les compétences psychosociales auprès des collégiens de classe de 5e et puis aussi des actions de formation premier secours en santé mentale et aussi des événements donc dans le cadre des Journées nationales de prévention du suicide chaque année. Donc on est subventionné par l'ARS Réunion. Bonjour. Donc moi je suis Christine Perrier. Donc je représente l'association SOS Suicide Phoenix de Lyon. Je suis correspondante à l'UNPS Rhône-Alpes. Je suis une ancienne professionnelle de santé, donc j'ai fait de nombreuses années dans le soin. Actuellement, je suis dans le mieux-être, pas dans le bien-être, mais dans le mieux-être. Donc je fais le lien avec la santé mentale par ce mieux-être. Et donc je pratique la sophrologie, j'enseigne aussi la sophrologie aux professionnels soignants et l'hypnose. Et c'est tout. Je vous parlerai donc de notre association. Je représenterai non pas les professionnels de santé, mais les bénévoles de terrain formés. Comme vous voulez. Je suis Thérèse Agnier, fondatrice de Phare Enfants Parents. Il y a maintenant 34 ans. Et je suis aussi, je tiens à le souligner, cofondatrice de l'UNPS. Et j'ai assuré pendant un peu moins de 2 ans la présidence de l'UNPS à une période un peu sensible que j'appellerais transitoire, qui a été nécessaire. Donc aujourd'hui, je me tiens simplement avec la casquette Phare Enfants Parents devant vous. Merci. Donc l'idée, on est tout le temps dans l'action, et l'intérêt de cette table ronde, c'est de prendre le temps de se poser et de voir comment chacun peut s'approprier les concepts. On me disait, voilà, lien social, santé mentale, c'est pas simple. Et l'idée, c'est de vous donner la parole pour voir, pour répondre à une question qui devrait être simple, mais qui n'est pas si simple que ça quand on a préparé la table ronde. Donc la première question, on aura une série de 3 questions. Quelle serait votre définition de la santé mentale et quel est l'apport de ce concept pour vous en théorie et en pratique? Si tu veux commencer, Catherine. Alors, pour moi, la santé mentale, c'est un continuum où on navigue donc entre une bonne santé mentale, une santé mentale plutôt fragile et allant du trouble de santé mentale. La particularité de la santé mentale, et notamment à La Réunion, c'est qu'il y a une dimension culturelle qui est mise en place avec tous les apports liés à la population de La Réunion, la construction de la population de La Réunion qui est liée à l'esclavage, mais qui est aussi liée à l'engagisme indien qui est arrivé à La Réunion, mais aussi des populations chinoises, d'autres pays africains, européens. Donc il y a un métissage qui se met en place, et donc la particularité de La Réunion fait qu'il y a cette partie culturelle qui vient se mettre dans les représentations de la santé mentale à La Réunion et de sa population. Donc d'où la difficulté aussi de la déstigmatisation des troubles de santé mentale et de se dire qu'on a tous une santé mentale et d'être par ce prisme qui est l'ordre de la culture
liées à la population. Bien, alors moi je ne vais pas vous parler de santé mentale, c'est un sujet trop vaste. Je sais que c'est le thème d'aujourd'hui, et je sais aussi bien évidemment que c'est déterminé par le Premier ministre, le précédent comme le plus récent, comme grande cause nationale 2025. Juste préféré que ce soit justement la prévention du suicide qui soit citée en tant que telle. En ce qui concerne Phare Enfants Parents, nous ne travaillons pas sur le versant positif de la santé mentale. C'est parce que nous sommes confrontés à des situations de mal-être profond émanant de jeunes, de très jeunes même, d'enfants, d'adolescents, de parents, de l'entourage. Donc nous avons un champ d'intervention qui est extrêmement large, qui ne se traduit pas seulement sur de l'écoute, mais sur des suivis psychologiques, des accompagnements, des interventions en milieu scolaire. Nous avons donc, avec également l'écoute téléphonique, bien sûr, et les mails, tout ce qui peut se traiter sur les réseaux sociaux aussi, nous avons un champ d'observation extrêmement large. Et ça a déjà été souligné, les jeunes sont très concernés par le mal-être. Donc, nous avons... j'ai perdu un peu le fil, excusez-moi. Nous avons toujours pensé qu'il fallait agir en amont, faire en sorte que le mal-être ne s'installe pas et qu'on soit directement tourné vers là où on peut les trouver, évidemment, les élèves dans les écoles, par exemple, ou les parents, pour leur apporter des éléments qui leur permettent d'améliorer leur situation, de modifier éventuellement leur attitude et d'être dans le chemin de la vie. Nous avons un credo, une obsession peut-être, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de passage à l'acte suicidaire. Bon, donc je crois que c'est à mon tour. Donc oui, santé mentale. Bon, pour moi, concept très complexe. En plus, on est à la fin de la journée. Donc, je vais peut-être faire court, faire comme je peux, de mon mieux. Alors, puis je vais aussi essayer de vous exprimer comment ça se passe au sein de l'association avec ces bénévoles et pas de professionnels de santé, des bénévoles issus de toutes sortes de professions. Donc, ce que je peux dire, c'est que, en fait, quand on parle de santé mentale entre nous ou dans des formations que nous avons pratiquées sur la santé mentale, essayer de comprendre ce que c'était que la santé mentale, ce qui ressort, c'est l'interdépendance constante entre l'individu, le collectif, le social, enfin, le sociétal, et peut-être même aussi la culture. Et comme vous disiez, c'est un continuum qui oscille. Alors pour moi, c'est entre le normal et le pathologique, mais qu'est-ce qu'est le normal? Qu'est-ce qu'est le pathologique? Derrière ça, il y a des normes, il y a de la culture, voilà. On en a parlé déjà aujourd'hui, donc je m'arrêterai là. Je dirais simplement que les personnes, qu'on a une vision un peu particulière de la santé mentale à SOS Suicide Phoenix, parce que les personnes qui nous appellent, nous sommes une ligne d'écoute nationale téléphonique,
Donc nous pratiquons au téléphone. On a aussi une messagerie et on a aussi des actions en présentiel. Mais surtout, nous faisons de l'écoute téléphonique. Et donc, la population, en fait, les personnes qui nous appellent sont une population particulière, je dirais particulière. En fait, ce sont des personnes qui sont en souffrance mentale, en souffrance psychique, une souffrance parfois insupportable. Et là, la problématique, la crainte, c'est le passage, c'est la transition à l'acte suicidaire. Et en plus de cet état d'être, on peut rajouter des facteurs aggravants comme l'isolement, la rupture du lien social, la précarité, des troubles du comportement, voire des troubles psychiatriques. Voilà, donc je peux dire que ces personnes sont dans une grande vulnérabilité, une grande fragilité, avec des idées suicidaires plus ou moins exprimées. Merci, on voit bien la diversité des définitions. Alors on pourrait revenir, parce que moi j'ai retenu juste 3-4 mots pour être très rapide. Ce qu'on n'a pas parlé, c'est la culture. Je pense qu'on aurait pu associer plus santé mentale et culture. Donc ça, c'est important. Et l'aspect aussi anthropologique, sociologie, histoire, on aurait pu l'aborder sur le point de vue de l'anthropologie. C'est très, très intéressant. L'autre point que j'ai reconnu aussi, qu'on n'a pas insisté, c'est le côté pas figé, c'est dynamique. La santé mentale, elle varie dans le temps. Et je pense que c'est un point aussi sur lequel on pourrait insister. J'ai entendu aussi les interdépendances entre l'individu et le collectif. Ça, c'était des points importants. Donc, pour passer à la deuxième question, le lien social, c'est aussi comment on travaille ensemble. Et à l'UNPS, la prévention partagée nous tient vraiment à cœur. On ne peut plus travailler seul. C'est devenu de l'ordre de l'impossible. On doit travailler ensemble. Le doit, c'est il faut faire. Et ce n'est pas toujours facile à faire. C'est facile de dire il faut. Le grand yaka, si certains, ça leur rappelle quelque chose. Donc, la deuxième question, c'est comment la complémentarité des associations permet de promouvoir la santé mentale, de faire de la prévention du suicide. C'est un peu de quelle manière les choses sont pensées. On est dans la théorie, avant la troisième question, c'est dans la pratique. De quelle manière la complémentarité est-elle pensée et réfléchie? Donc, je vais rebondir. C'est vrai que donc nous aussi, SOS Suicide Phénix, nous attachons de l'importance justement en termes de prévention partagée. Nous travaillons justement avec une charte commune, celle du 31-14, comme vous venez d'en parler. Et moi, j'insisterai sur le fait que dans cette charte, oui, il y a la confidentialité, ça c'est un concept facile à définir, à comprendre, mais il y a aussi la posture empathique. Alors ça c'est un mot lourd, comme dirait Mathieu. Alors c'est quoi la posture empathique? On ne va pas faire ça cet après-midi, je vous rassure, c'est trop tard et c'est trop long. Il y a le principe de non-jugement. C'est encore un mot lourd, je suis désolée. C'est quoi le principe de non-jugement? Et puis, il y a aussi la disponibilité bienveillante. Encore aussi, un mot particulier lourd. Donc, je vous dis ça parce que, en fait, faire de l'écoute, ça demande un engagement personnel, une formation. Les bénévoles sont formés aux formations connues, Sentinelle de la santé mentale, à une formation à l'écoute, et puis d'autres formations complémentaires. Et en plus, mensuellement, nous avons des échanges, des supervisions ou des analyses de pratique, ça dépend des associations. Nous avons aussi travaillé sur une convention qui va être signée ce soir, après donc vers 17h30.
Non, pas 19h30. Et dans cette convention, nous nous engageons donc à partager aussi les mêmes valeurs, ça c'était déjà fait dans la charte, mais aussi de déterminer un protocole de fonctionnement entre notamment notre association et le 3114 sur j'ai telle personne, un appelant, peut-être que je vais l'informer, l'orienter vers le 3114, ou peut-être que je vais appeler le 3114 et de mettre en lien l'appelant avec le 3114 parce que au cours de l'écoute, une inquiétude importante face peut-être à un acte de suicide imminent, nous ferons agir. Voilà, je veux prendre toute la parole, mais j'aurai plein de choses encore à dire. Ça me reviendra. J'en parlerai après. Alors, pour SOS Solitude, la complémentarité se joue à plusieurs niveaux. Elle se joue par le dispositif d'écoute qui est assuré par des bénévoles. Donc, les personnes qui vont nous appeler, on va prendre en considération la souffrance psychique, dans différentes dimensions de la souffrance, qu'elle soit physique, parce qu'on ressent la souffrance dans notre corps. Donc, comment l'exprimer, comment au téléphone, on aide à la personne à exprimer sa souffrance, qu'elle soit mentale, donc qu'elle soit émotionnelle, qu'on puisse expliquer qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de votre situation. Donc, allez voir quel est l'univers de la personne, quel est son cadre de référence, de savoir comment elle voit sa situation quand une personne appelle, et la dimension, bien sûr, de la souffrance sociale qui est liée à la solitude et comment on peut souffrir de peut-être d'avoir beaucoup de gens autour de nous, d'avoir des professionnels de santé, mais d'être véritablement entendus, écoutés. C'est là que viennent chercher les personnes qui nous appellent au téléphone. On a quand même 56% des appels qui sont de métropole et 24 000 appels par an en 2024. Donc c'est une augmentation de 14% des appels. Et la complémentarité va être du fait qu'on soit des acteurs de première ligne en tant que bénévoles formés, donc formés à l'écoute, bien sûr l'écoute d'approche rogerienne centrée sur la personne, mais aussi formés au repérage et orientation de la crise suicidaire, formés au premier secours en santé mentale. Donc il y aura tout un panel de formation de l'écoutant bénévole d'SOS Solitude qui est aussi supervisé toutes les 3 semaines comme collègue d'SOS Suicide Phoenix et d'autres associations ici présentes. Et cette complémentarité va se jouer en étant acteur de première ligne, aider la personne si elle n'est pas suivie par un professionnel de santé, donc repérer s'il y a un problème ou un trouble de santé mentale et de l'orienter, de l'aider à lever les freins qui vont faire qu'il puisse aller consulter un professionnel de santé. Et quand il y a des intentions, pensées suicidaires, donc c'est écouter d'abord la souffrance qui est important pour nous, et puis d'orienter vers le 3114. C'est aussi au niveau des actions ados où on mène une expérimentation depuis quelques années sur les compétences psychosociales. Donc on va travailler au niveau des classes de 5e sur la notion de bien-être, sur la notion de l'émotion, la gestion des émotions, la gestion du stress. Et là aussi, on est sur le lien social, c'est comment être en lien et être en lien de qualité, comment être à l'écoute, comment être, je dirais, en assertivité, donc permettre de s'affirmer, mais aussi de comprendre que le point de vue de l'autre a aussi de la valeur autant que la nôtre. Donc travailler sur l'estime de soi, la valeur que l'on s'accorde auprès des collégiens de 5e. Et la complémentarité de ce dispositif vient avec d'autres dispositifs qui sont des dispositifs validés en compétences psychosociales. Par exemple, il y a Unplug. Donc on forme des professeurs dans les collèges pour pouvoir mener ces actions sur 14 semaines, alors que nous, à SOS Solitude, on va faire
3 séances de 2 heures par classe. Donc avec une complémentarité au niveau du rectorat de La Réunion, mais aussi une complémentarité sur d'autres dispositifs qui sont liés aux jeunes. Par exemple, c'est la ligne Causer Jeunes avec qui on a travaillé, avec qui on donne des ressources, en fait, ressources d'aide à la fin de nos interventions. Et puis, c'est aussi former des bénévoles associatifs au premier secours en santé mentale, parce que c'est quelque chose qui nous tient véritablement à cœur, c'est de former des citoyens, former des bénévoles pour pouvoir être à l'écoute des autres et pour pouvoir recueillir la souffrance de la personne et pour pouvoir aider la personne à aller et l'encourager à aller vers des professionnels de santé. Donc cette complémentarité, c'est aussi jouer dans la mise en place, le déploiement de la stratégie nationale à La Réunion, c'est-à-dire 2017, l'ARS Réunion nous associe à la conférence de presse de vigilance qui se met en place, Papageno qui vient à La Réunion et dont on fait la formation de média training, c'est les formations sentinelles auxquelles les bénévoles associatifs d'SOS Solitude sont formés. Donc tout ça se joue à La Réunion aussi avec l'ARS qui est facilitateur. Et la complémentarité se joue avec l'UNPS parce que l'UNPS vient aussi renforcer notre poids en prévention du suicide à La Réunion, enfin en territoire, je dirais, avec chaque année, on a invité le président de l'UNPS à La Réunion pour intervenir sur nos colloques, ou sinon c'est aussi le partage d'informations avec les autres correspondants territoriaux, avec les autres territoires, par exemple la participation au village associatif Centre Val-de-Loire ou la Brive dans le Limousin. Donc c'est voilà toute cette complémentarité qui se joue au sein d'SOS Solitude. Thérèse. Alors, le travail entre associations et avec les institutionnels est complètement nécessaire et représente aussi une complémentarité indispensable. Mais je crains que l'on tourne un peu en rond si on reste entre nous, s'il n'y a pas suffisamment de communication. Et ça a toujours été ma revendication depuis que je suis investie dans l'action associative, c'est-à-dire une communication grand public. Il faut changer l'état d'esprit, la façon de comprendre la problématique de la santé mentale. Et lever le tabou. Si on ne s'adresse pas au grand public, on n'obtiendra que des résultats tout à fait inférieurs aux objectifs qu'il faudrait atteindre. Alors moi, j'ai été heureuse de participer à ce colloque aujourd'hui et j'ai entendu des exposés extrêmement intéressants, tous brillants, sur la santé mentale notamment, mais je me suis réjouie d'entendre la représentante de Santé publique annoncer un programme de sensibilisation. Ça fait des années que je le demande et je réclame, et peut-être que je ne m'adressais pas aux bonnes personnes, mais tant qu'on n'aura pas de communication grand public autour de ce thème, je crois qu'on passera à côté de quelque chose d'essentiel. Ça a été déjà souligné, les jeunes sont très touchés par le mal-être. Et ce sont ceux-là qui ne s'intéressent pas à la santé mentale ou qui ont des préjugés différents de ce qu'il faudrait en connaître. Et si bien que lorsqu'on va dans les écoles, on se rend compte que rien que dans un espace géographique assez restreint, intramuros de Paris, eh bien, au lycée Louis-le-Grand, on a des préoccupations prioritaires qui sont relatives à la compétition, l'obtention de diplômes, etc. Et la santé mentale, on ne s'en préoccupe pas.
dans un collège du 13e arrondissement où on accueille surtout des élèves qui sont issus qui sont d'origine asiatique notamment, et bien, principalement, et bien là, ce sont des situations précaires. Ce sont des préoccupations qui ne laissent pas de place non plus à la santé mentale. On n'y pense pas, c'est comme ça. Il y a une espèce d'acceptation aussi. On subit. Donc il y aurait énormément de choses à lever pour pouvoir s'adresser au grand public. Et j'espère que Santé publique France, vous avez parlé d'experts pour vous conseiller. Rapprochez-vous aussi des associations. Merci. Alors, juste, j'ai entendu quelques mots qui m'ont conjugué des expériences. Je pense que c'est important. Des mots lourds à déconstruire. Voir l'univers de la personne, avoir un panel de formation. Et puis moi, ce que j'ai entendu, c'est ne pas rester entre nous. Alors pour la dernière question, il nous manque, peut-être un peu plus rapide, parce que le temps nous presse, le lien social, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique, c'est du terrain. Donc la dernière question, c'est comment le travail en articulation permet sur le terrain de promouvoir la santé mentale et de faire la prévention du suicide. Et je propose à Thérèse de reprendre la parole. Alors, sur le terrain, nous ne sommes que sur le terrain, en face de réalité. Donc, nous intervenons plus spécialement sur la détection des signes de mal-être avant qu'ils ne s'aggravent. On essaie d'orienter vers des structures appropriées pour des prises en charge adaptées et éventuellement, c'est même au sein de l'association Phare Enfants Parents, puisque nous avons des psychologues et nous avons un partenariat unique en France avec la CPAM de Paris. Nous avons aussi, pour la réduction des risques suicidaires, je viens de le dire d'ailleurs, il y a des possibilités de suivi. Et puis, il faut aussi une déstigmatisation de la souffrance psychique, et donc en sensibilisant et en formant les acteurs éducatifs et sociaux. C'est ce que nous essayons de faire à une petite échelle. Alors, je vais être très brève pour finir. Nous, on fait de la santé mentale tout en agissant pour la prévention du mal-être et du suicide. Et comme M. Jourdain, voilà plus de 30 ans que nous faisons de la promotion de la santé mentale sans que nous n'en suscions rien. Christine ? Je vais partir sur un autre sujet. Je veux vous parler de peut-être, moi je le vois comme ça, la complémentarité de nos écoutes de bénévoles par rapport peut-être à d'autres écoutes. Je pense qu'il y aura peut-être même des ressemblances. Je peux vous laisser vous imaginer une personne nous appelant en larmes ou une personne dans un état émotionnel très profond, avec une souffrance énorme, ou une personne qui a un débit de parole et qui raconte sans arrêt des choses en boucle, ou tas d'autres personnes. Dans un premier temps, lorsque nous décrochons le téléphone et que nous sommes en lien avec cette personne, la première chose à faire, c'est d'essayer quelque part de créer une alliance, de recréer quelque part une accroche, un lien. Et ça,
pour peut-être arriver à faire ça, moi, j'ai envie de parler de relations humaines et authentiques. Alors encore des mots lourds. Mais je suis désolée, c'est ce que j'ai envie d'exprimer là ce soir, de cette expérience d'écoute que nous vivons en termes d'écoutants bénévoles formés. Ça se passe comme ça. Alors c'est quoi cette relation humaine et authentique qui va essayer de créer une alliance avec l'appelant ? Déjà, c'est un profond respect de la personne. Alors chacun s'y prend comme il peut, mais le résultat, il faut que la personne qui est derrière le téléphone, qui nous appelle, ressente ce profond respect de la personne. J'ai entendu tout à l'heure Christina, par son intervention, parler de le lien, l'intonation de la voix avant les mots. C'est un peu ça, ce qui se passe au début de notre écoute. Et petit à petit, on va peut-être pouvoir passer à autre chose, c'est-à-dire donner du temps à l'écoute, parce que nous avons l'avantage de ne pas être professionnels, de ne pas être séquencés par le temps. Nous pouvons quand même prendre un bon moment pour écouter l'appelant. Et ça, c'est aussi une posture de « nous sommes là, vous avez du temps pour nous parler, nous sommes là pour vous écouter ». Je parle avec mon cœur, hein, vous le sentez, parce que je le vis comme ça, en réalité. Et ça fonctionne, je vous l'assure, ça fonctionne un peu, pas toujours, et ça fonctionne à l'instant présent. Stop, on fait que ça, de l'instant présent. Et peut-être aussi qu'on prévoit la rupture, on prévoit quand est-ce qu'on va terminer la relation, l'appel, avec peut-être pouvoir orienter, prévenir, ne pas laisser l'appelant complètement désarmé lorsqu'on le quitte, donc peut-être lui donner des orientations. Mais ça, c'est un petit peu plus tard. Donc je vous ai dit, cette première approche, l'alliance. Ensuite, on essaye de se synchroniser avec la personne qui nous appelle. Ça, c'est pareil, c'est aussi le lien, l'intonation de la voix, le mouvement. Même à travers le téléphone, ça passe. Et puis, après, viennent les mots. Donc là, on va peut-être reformuler, valider, reconnaître ce que dit la personne. C'est le temps de reformuler peut-être la souffrance, à la fois pour dire à la personne « je vous entends » et à la fois peut-être pour clarifier son discours, l'aider à clarifier sa souffrance. Et puis aussi, une chose qui peut-être est importante, et chacun le fait de sa manière et tel qu'il peut le faire, parce qu'on n'est pas tous pareils, nous avons tous notre personnalité, notre expérience à la fois professionnelle, personnelle. Ce qui est bien aussi, c'est de faire part de ses émotions, quelque part, pour montrer à la personne qu'elle est en face que c'est une personne humaine qui lui répond. Et ça, parfois, ça amène du réconfort à l'appelant. Et là, petit à petit, vous voyez, je vous emmène au cours de l'écoute, et petit à petit, nous allons peut-être des fois ça s'arrête là, peut-être même ça s'arrête avant, mais petit à petit, parfois, on va aller un petit peu plus loin, et on va peut-être travailler sur l'information, l'orientation. Et votre psychologue, quand est-ce que vous l'avez vu dernièrement ? Ah, je ne veux plus en entendre parler de celui-là. Je ne le supporte plus. Ah oui, mais et qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Allez, vous voyez, petit à petit, on dirige, on peut orienter. C'est tout. On fait ça simplement. Mais pour arriver aussi à faire ça, ce qui est important, c'est que alors, l'appel est anonyme, on peut en discuter, ça aussi, mais du coup, ça libère... Alors, il y a le téléphone, l'appel anonyme, il y a quand même une libération de la parole, qui est différente peut-être en face à face. Et puis,
je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ça ne fait rien. Donc je passe à autre chose. Et puis, il y a le cas extrême où vraiment, ça ne va pas, on n'arrive pas à apaiser la personne, on n'arrive pas à la guider vers des facteurs de protection, et là, du coup, il va falloir lui prendre la main et peut-être laisser tomber cette écoute que j'aurais dit active, et plutôt aller vers une écoute plus directive et essayer d'avoir les coordonnées de la personne pour orienter vers le 3114 et à l'extrême, appeler le SAMU, les pompiers, et je vous dirais là, ceux qui sont disponibles. Voilà. Et je voulais juste, avant de terminer, vous dire que quand on reçoit l'appel, nous sommes une personne neutre. Nous n'avons pas de représentation professionnelle, nous n'avons pas de représentation sociale, parce que nous ne parlons pas de notre personne. Et du coup, ça, je pense, en tous les cas, moi, c'est ce que je ressens, ça facilite l'attitude humble et humaine face à celui qui nous appelle. J'ai terminé. Alors sur l'articulation qui se met en place au niveau du dispositif téléphonique d'SOS Solitude, donc nous, en tant qu'écoutants, on va aller vraiment sur des problématiques qui sont liées à la solitude et en fonction de l'appel, en fonction de ce que la personne a besoin. Donc des fois, elle a besoin d'être écoutée et juste d'être présent et d'avoir une qualité de présence toujours là pour la personne et de façon, comme disait Christine, de façon authentique, de façon congruente, c'est-à-dire qu'on est aligné dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait et qu'on est là, on est présent pour l'autre, pour l'accueillir dans sa souffrance. Parfois, il y a besoin, dans sa solitude, d'être un peu créatif. C'est de mener en même temps que la personne, de, par exemple, jouer au Scrabble, c'est de faire de l'occupationnel. C'est, par exemple, de faire des recettes de cuisine. C'est, par exemple, il y a des moments dans l'écoute où on donne une ville, une chanson. Donc, il y a aussi cette possibilité, en tant que bénévole associatif, d'avoir ce côté très créatif. On n'est pas dans l'évaluation d'une écoute, on est dans l'écoute, dans ce que la personne vient nous apporter et ce dont elle a besoin. On ne va pas répondre à tous les besoins de la personne, mais on va l'aider à formaliser, formuler, présenter en fait sa situation, présenter de ce qu'elle ressent de sa situation, donc verbaliser ses émotions et lui permettre aussi d'avoir cet espace pour par la reformulation de l'écoutant, de ce que nous, on a compris, de ce qu'elle vient nous dire, de voir peut-être différemment sa situation. On va aussi avoir un espace, si on a le temps, lors de cette écoute, de co-construire avec elle les solutions pour elle qui est adaptée, parce que les solutions et les ressources viennent d'elles-mêmes aussi. Donc soit on va mobiliser à partir de ces ressources à elle, ou soit on va lui apporter des orientations, donc orienter vers d'autres structures qui sont plus adaptées. Quand la personne est en crise suicidaire, là, on devient beaucoup plus directif et semi-directif. Donc l'association a un protocole pour pouvoir assister les personnes en crise suicidaire. Et donc on va pouvoir soit appeler le 15, avec qui on travaille très bien, le 18 sur la voie publique, ou le 17 aussi, et maintenant avec le 3114 auquel on peut appeler quand il y a une situation de crise suicidaire qui est imminente. Donc on va garder le lien, maintenir le lien jusqu'à ce que la personne puisse qu'on puisse prendre le relais de cette personne. Donc l'articulation va se jouer là-dessus en travaillant
ensemble. L'articulation va aussi être réfléchie dans les conseils techniques de prévention du suicide de Réunion, c'est le 974, dans les centres de prévention du suicide. Tout ça va être réfléchi, travaillé ensemble. Et puis c'est aussi l'articulation avec la première pierre, c'est-à-dire la signature de la charte des valeurs communes avec le 31-14, et puis les articulations aussi qu'on fait avec l'UNPS dans les remontées des informations du terrain.